un autre murmure du temps émerge sur les ondes. Cher futuronaute, ton fragment de futur possible vient d'arriver. Dans cette nouvelle fiction immersive, je t'invite à suivre Théo, 17 ans, non-voyant, qui avance pourtant dans une société où l'œil sert de badge et où chaque geste doit se prouver devant un écran. À mesure que tout se dématérialise, il se sent relégué au bord du monde, jusqu'au jour où un dispositif d'orientation encore expérimental réveille en lui un sens qu'aucun système ne peut contrôler. Ce n'est ni une catastrophe, ni une utopie, c'est juste un léger décalage, un futur déjà là, que tu peux expérimenter de l'intérieur en te glissant dans ses pas. Je suis Alma Khan, bienvenue dans Fragments de Futur Possible. Chaque mois, une nouvelle immersive suivie d'une passerelle vers le présent où je t'invite à ressentir l'étrangeté du temps qui se déplie et à entrevoir d'autres possibles. Ferme les yeux, laisse-toi traverser et écoute ce que le futur a à te dire. Bon voyage dans l'espace et le temps. On dit que tout commence par un regard, un émerveillement, une rencontre, un amour. Rien de ce qui m'a construit n'a débuté ainsi. La première chose que j'ai su du monde, ce n'est ni sa couleur ni sa forme, c'est que l'on peut s'y cogner. Avant de savoir ce que pouvaient vraiment signifier pour moi les mots ciel, arbre ou visage, j'ai appris les angles des tables, les changements de sol, la hauteur des marches et le bruit des portes. Pourtant, je n'ai pas grandi dans la nuit, comme on le dit trop vite pour se donner l'illusion d'avoir compris. J'ai grandi dans un monde plein, saturé de sons, d'odeurs et de matière. Un monde que mon corps a appris à lire avec une finesse de sismographe, où chacun de mes mouvements tient lieu de phrases écrites, sans rature. Je m'appelle Théo, j'ai 17 ans. Je suis aveugle. Je n'ai jamais perdu la vue, donc je ne la regrette pas. On ne regrette pas ce qu'on n'a pas connu, on déplore plutôt la manière dont les autres s'en servent pour te faire sentir que tu es défaillant. Ce qui me manque, ce n'est pas le jour, c'est l'évidence. L'évidence d'entrer dans une pièce sans calculer, l'évidence de sortir faire tout ce que je désire sans demander, l'évidence d'être un garçon de 17 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait n'avoir au fond qu'un seul problème sérieux, plaire à quelqu'un, ou ne pas lui plaire, et faire semblant que ça n'a aucune importance. Ce qui m'a longtemps épuisé n'était pas l'absence d'images, mais l'excès d'obstacles invisibles. Pas ceux pétris dans la pierre ou le métal, ceux-là, à force, on les apprivoise, mais ceux qui ne font pas de bruit quand ils se dressent. Les écrans, les portiques, les validations, les procédures dématérialisées qui ont l'élégance d'un mur poli. Ça reste un mur, parfois infranchissable. Nous avons accepté, dans une passivité absolue, que la plupart de nos gestes basculent derrière des rideaux lumineux, écrans pour les autres, parois opaques pour moi. On a inventé une société où l'on ne te demande plus qui tu es, mais plutôt as-tu la preuve que tu es toi ? Je suis parfois ce pixel privé de reflets, une lumière éteinte au milieu d'une mosaïque de couleurs. Ce matin, la ville me l'a rappelé avec une froideur méthodique. J'étais venu pour une formalité bête, l'un de ces rendez-vous où l'on te fait attendre pour te dire qu'il manque un document que tu ne peux obtenir que sur une plateforme qui t'impose une authentification visuelle. Comme si tout autour de toi, soudain, avait décidé que l'œil était une carte d'identité. Une voix flotte dans l'air et répète à intervalles réguliers « Conformément au plan national accessibilité et zéro papier pour plus d'arbres, votre centre-ville dispose de guichets 100% numériques pour une accessibilité totale. Merci de préparer vos identifiants visuels. » Sérieux ? Il faut une bonne dose de cynisme pour envelopper l'exclusion dans le papier cadeau de la protection de l'environnement. Et même un certain talent pour baptiser accessibilité ce qui commence par l'effacer. Leur phrase est parfaite, assez belle pour être applaudie, assez creuse pour que nul ne s'interroge sur ceux qu'elle laisse dehors. On m'avait alors parlé d'un guichet physique où se rendre. À la place, je n'ai trouvé qu'un rectangle lisse, un écran dépourvu de relief, planté à hauteur de poitrine, avec ce mutisme particulier des machines qui ne parviennent pas à reconnaître ce qu'elles excluent. Je le sais, avant même de poser la main dessus. L'espace a cette propreté suspecte, ce silence de vitre où rien ne dépasse, rien n'accroche la pulpe des doigts. Je cherche quand même. Je frôle en vain cette surface plane, parfaitement indifférente.
Je suis restée là, hébétée, à écouter le passage des gens, à sentir dans l'air la fatigue des matinées administratives, quand une voix s'est approchée. Vive, légèrement essoufflée, un timbre clair qui n'avait pas encore la prudence et la politesse du renoncement. « Tu veux... je peux t'aider ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. À mon âge, on voudrait être interpellé pour un sourire, pas pour un besoin. Alors j'ai menti. Non, ça va. Le mensonge devait être mauvais, trop tendu. Et la personne l'a saisi. « Tu es devant le guichet tactile. Enfin, ils devraient appeler ça le guichet hostile. Ils ont viré les boutons, c'est débile. Attends, je vais regarder. » dit-elle avec une colère immédiate presque enfantine. J'entends son doigt effleurer l'écran avec le soupir de quelqu'un qui vient de découvrir une mauvaise blague. Un son discret retentit. Voilà, c'est fait. Ils ont planqué la validation tout en bas. Je te jure, tout est pensé pour que tu te plantes et que tu aies l'air d'un handicapé. Dans la même fraction de seconde, elle rajoute confuse. Oh, pardon, je voulais pas être maladroite. On est tous la moitié de nous-mêmes devant ces écrans, tu sais. Oh merde, je crois que je m'en sors mal, et je ferais mieux de me taire. Elle me remet ce papier extirpé à la machine, cette petite naissance d'un ticket qui, dans ma main, avait la légèreté dérisoire d'un droit. « Merci », ai-je dit d'un ton amusé. Sa spontanéité était d'une fraîcheur exaltante. « Rassure-toi, j'ai bien pigé que tu étais à peine plus doué que moi. » Elle éclate de rire. « Moi, c'est Ness. Et toi ?»« Théo. » Je ne saurais pas dire pourquoi ce prénom, prononcé par une inconnue, a résonné en moi pareil à un écho plus ample que la scène elle-même. Peut-être parce qu'il arrivait après des dizaines de gestes où l'on m'avait aidé, sans me regarder, et qu'ici, la main qui me tendait un ticket ne cherchait ni à me réparer, ni à m'expliquer le monde. Elle était simplement là, dans une égalité franche. Ness hésite, puis reprend. « Tu fais comment, d'habitude ?» Et il y avait dans sa question quelque chose de brut, affranchi de la gêne compassée des adultes, et cela m'a presque soulagé. Bon, j'improvise, ai-je répondu. Je négocie, je demande, j'attends. Je remercie. Je l'entends râler intérieurement à sa respiration saccadée avant de lancer. C'est pas une vie, ça. Puis elle est partie. Je suis restée là, avec mon ticket, et cette phrase a continué de marcher à côté de moi, longtemps après qu'elle eût disparu dans le hall. C'est pas une vie, ça. Pendant des années, ma vie s'est organisée autour d'une sorte de chorégraphie invisible dont personne ne se doute vraiment. Je me lève plus tôt que les autres. Non pas parce que je suis plus vertueux, mais parce qu'il me faut du temps pour apprivoiser la journée. Écouter le moindre son de la maison, reconnaître les pas de ma mère, l'odeur du café, repérer si une chaise a été déplacée de quelques centimètres. Mon quotidien n'est pas une punition. Pourtant, il m'épuise par une infinité de détails. Mes parents ont fait de leur mieux pour transformer la maison en territoire praticable. Leur dévouement est une armure, et parfois une cage. Je devine derrière leurs gestes leur peur de me voir tomber, leur angoisse de ne plus être là un jour pour amortir ce qui blesse. Alors, par exigence et par amour, je marche pour 3. Pour eux, pour moi, pour l'enfant qu'ils n'ont jamais cessé de protéger. Ma canne, équipée d'un détecteur d'obstacles, vibre légèrement au niveau de ma main dès qu'un trottoir se cabre ou qu'un panneau surgit, et chaque vibration me rappelle que la société n'a pas été construite pour moi. Mes parents ont passé des années à peaufiner les trajets, à aller visiter les lieux avant moi, à parler aux professeurs, aux CPE, aux chauffeurs de bus, pour accompagner chacun de mes pas et éviter d'être percuté par la malveillance ou l'indifférence. Malgré tout, il reste ce fil tendu, cette vigilance ininterrompue qui finit par ronger mes forces et noircir mon cœur. Autonome, peut-être. Dépendant, sûrement. Dans la rue, je ne redoute pas la nuit, mais les éclats de voix qui s'arrêtent brusquement quand je passe, les souffles agacés dans les files d'attente, les silences gênés lorsqu'on ne sait à qui s'adresser, à moi ou à la personne qui me guide. Dans les rares occasions où le parcours est dégagé, où l'on m'encourage à courir, à me déplacer sans qu'on craigne pour moi, quelque chose se détend dedans, une respiration plus large, jubilatoire, qui me rappelle que je suis vivant avant d'être pris en charge. Aussi, quand Ness a lâché son « c'est pas une vie ça », je ne l'ai pas vécu comme une pitié mal placée. J'ai entendu la vérité nue de ce que je supporte depuis toujours, sans jamais oser le dire ainsi. Il m'arrive de rêver d'un endroit où je pourrais avancer,
délivré de cette tension, déchargé de cette obligation d'anticiper tout ce qui pourrait mal tourner. J'imagine un désert, immense, brut, dépouillé. Un lieu où tous les êtres seraient égaux devant l'horizon, où la vue compterait moins que les autres sens, que le vent, les odeurs, la chaleur du sol. Dans ce paysage, l'espace me rendrait libre. Pas de trottoir traître, pas de portes vitrées, pas de foule pressée, juste des liens humains qui éclairent mon chemin. Avec la possibilité de marcher à mon rythme, j'oublierais peut-être cette charge mentale qui m'oblige à tout prévoir, tout le temps. Je pourrais consacrer mon attention à autre chose, à ce qui vit en moi, aux idées qui naissent, à la simple joie d'être là, à inventer, à créer. L'adaptation, je le sais bien, muselle mon imagination. C'est juste le couteau suisse de ma survie. Je me répète souvent que ce n'est pas la fin du monde, le handicap, que je reste normal, que je suis capable de faire comme les autres. Mais il subsiste en travers de ma gorge cette frustration sourde, parfois cette colère, de ne pas vivre l'existence à laquelle j'aurais pu être destiné. Mes journées s'enchaînent dans un cadre de routine millimétré et une assistance omniprésente qui me protège et m'oppresse à la fois. Un mur sombre qui m'enserre dans la solitude. Je n'ai pas 17 ans. Je suis un nouveau-né et un vieillard à la fois. Quelques jours plus tard, on me propose une solution. On n'appelle plus ça une aide ou même une adaptation. On appelle ça une solution parce que le mot a le prestige des choses propres. On me parle d'un dispositif d'orientation de nouvelle génération, né d'un partenariat entre la ville, l'hôpital et une agence de service de e-civisme, ce qui, dans la langue de notre temps, signifie à peu près « nous avons enfin trouvé une manière de faire payer l'autonomie en la baptisant progrès ». Je suis reçu dans une salle qui sent la résine neuve et le désinfectant, et un médecin, ou un ingénieur, je ne sais pas, m'explique que je ne vais pas retrouver la vue, que ce serait absurde, mais que je peux recevoir par la peau, qui servirait de conducteur vers mes autres sens, une cartographie de l'environnement, une traduction tactile des informations urbaines. Balises de passage, densité de circulation, signalisation contextuelle. Il parle lentement en détachant avec exagération chaque syllabe, pour ne pas me brusquer sans doute. Mais ce n'est pas moi qui le ménage, c'est plutôt son rêve de modernité appliqué au cobaye idéal que je représente. Malgré cela, je signe aussi désespérément que si je venais de jeter ma dernière bouteille à la mer, parce que l'humiliation quotidienne finit par ressembler à une peine de prison dont personne ne dit mot. On pose derrière mon oreille une fine bande et le long de ma nuque un filament qui s'ancre sur la peau avec une délicatesse presque intime. Puis, on active l'ensemble. Je n'ai pas eu de choc, juste la surimpression d'un nouveau langage. D'abord incompréhensible, un alphabet de pression minuscule, de glissement, d'intensité, qui n'a rien d'émotif ni de magique, mais toute une grammaire. L'univers, soudain, me propose une syntaxe supplémentaire. Mon corps se tend, puis s'apaise, tandis que mon cerveau, cette bête curieuse à l'affût, vient d'identifier qu'on lui offrait un nouveau moyen de consommer la réalité. Quand je sors, la ville est la même, et pourtant elle a changé de texture. Je me déplace pour me familiariser avec le dispositif, et je perçois le trottoir s'élargir, puis se resserrer. Les carrefours cessent d'être des gouffres sonores et deviennent des nœuds, des interconnexions de flux qui prennent une forme sous ma peau. Les aspérités extérieures ne surgissent plus tels des accidents dégradants. Elles évoluent en conformité annoncée, déjà intégrée au mouvement. Je rentre chez moi épuisé. C'est une fatigue particulière. Il n'est plus question de ce découragement d'être systématiquement en retard sur le commun des mortels, mais de la fatigue d'apprendre à toute vitesse. Une sorte de surexposition immédiate à l'information qui me file le tournis. Les jours suivants, quelque chose d'étrange s'est produit. Si clandestinement que je ne l'ai pas senti venir, parce que je ne savais pas encore que cela existait. Au début, le dispositif me donnait une cartographie d'espace, puis, bien que personne ne l'ait programmé pour, mon corps a commencé à y ajouter autre chose. Il semble qu'à force de recevoir des traductions, il est affûté par-dessous une perception plus subtile, plus fine, plus profonde. C'est arrivé un après-midi, en sortant du lycée, quand je me suis arrêtée net au milieu d'une rue, pourtant banale, parce que j'avais senti dans l'air un changement de densité qui n'était ni un flux de passants, ni une voiture en approche. J'ai senti une attention,
La différence était nette. Ce n'était pas un bruit habituel, mais une attention posée sur moi, semblable à une légère pression atmosphérique. J'ai entendu rire un peu plus loin, et j'ai reconnu cette forme d'expression si rayonnante. Mon corps l'avait gardée en mémoire tactile. Ness. Oh, elle s'est approchée et sa présence avait cette netteté rare des gens qui ne se cachent pas. Théo ? Je souris en prenant soin de contenir ma joie et je dis son nom à mon tour. Ness ? Nous marchons ensemble. Elle me parle de choses simples, un professeur injuste, une amie qui fait la gueule pour des raisons mystérieuses, les orientations futures qu'on te demande de choisir quand tu n'as même pas fini d'être toi. Et pendant qu'elle parle, j'éprouve sous la conversation des variations que je ne parviens pas à nommer. L'endroit juste où sa voix se tend, l'instant où elle fait semblant de s'en foutre, la manière dont l'émanation de son être devient plus chaude dès lors qu'elle cesse de plaisanter. Je ne l'analyse pas, je la reçois. Et c'est cela qui m'effraie, parce que tout à coup, une idée envahit mon espace mental. Si je sens ça, si je sens ce qui, chez l'autre, dépasse les mots, qu'est-ce que le monde ferait d'une telle perception, dans une époque qui met des prix sur tout ce qui ressemble à un pouvoir ? Nous pénétrons dans un parc, et là, le dispositif s'atténue. Moins de balises, moins de signalisation, moins d'infrastructures. Je m'attends à perdre en sensations, mais au contraire, j'en gagne. Le silence du réseau, car on finit par le sentir lui aussi, nettoie l'air. Et dans cet air plus léger, je perçois avec une vérité presque insoutenable la différence entre les gens qui passent et les gens qui regardent, entre ceux qui te bousculent et ceux qui, même sans te toucher, te font de la place. Je m'arrête net. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Ness. Je ne réponds pas immédiatement parce que je cherche un mot qui ne soit pas ridicule. Je capte quand quelqu'un joue un rôle. Je finis par dire. Il y a eu un silence. Un vrai. « Chez moi aussi ?» m'interroge-t-elle sans détour. Je n'ai pas envie de faire le malin ou de la blesser. Je préfère risquer la franchise. Chez toi, je sens surtout que je ne suis pas un poids à ménager et que tu ne t'obliges pas à aligner des phrases préfabriquées pour plaire aux oreilles d'un aveugle. Dans ce moment particulier, une vibration s'invite derrière mon oreille, brusque, intrusive, similaire à ces notifications qui coupent la musique pour te rappeler que tu n'es pas propriétaire de ton propre silence. Une pulsation sèche court le long du filament. Iris, l'IA du système, à la tonalité neutre et administrative, annonce. Mise à jour disponible du module lecture sociale assistée. Activation recommandée. Fonction. Interprétation des micro-indices d'interaction. Indicateur. Cohérence émotionnelle, tension relationnelle, fiabilité comportementale. Je me fige. Un énoncé artificiel vient d'interrompre le fil de mes pensées les plus intimes. Ness demande. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je tarde à réagir parce que la réponse me dégoûte. Le module me propose d'améliorer mon expérience relationnelle en exploitant, il n'emploie pas ce mot, mais c'est pareil, les signaux que le dispositif captait déjà. Les micro-variations, les densités de présence, les hésitations, les tensions. Ils ont trouvé la façon d'imbriquer un protocole automatique sur ce qui, en moi, venait de naître de la manière la plus pure comme une possibilité humaine. En fait, ils viennent de me proposer de louer mon intuition et de mettre mes sentiments sous assistance technique. À croire qu'ils les jugent déficients eux aussi. Je viens de passer de la case handicapé à déficient 3.0, à la lumière de ce qu'ils appellent le progrès. Sérieux ? Iris, dans un langage exempt d'âme, poursuit. Activation sous réserve d'acceptation des conditions de partage d'indicateurs. Les indicateurs sont anonymisés. Anonymisé. Le mot a la propreté des mensonges officiels. Rien n'est jamais anonyme dès lors qu'on est connecté à un outil. Quant au mot partage, il a en moi un goût de vol en bande organisée. Je ne veux pas être anonyme, je veux exister aux yeux de tous. Je ne veux pas partager, je veux donner à mon tour, rendre service, savoir que l'on peut compter sur moi, dépendre de moi, et non plus me subir ou faire avec ma cécité. Je me surprends à serrer les poings, et dans la poche de ma veste, le ticket de l'autre jour se froisse davantage. Je repense à sa légèreté insignifiante, à cette permission de 5 cm², et je réalise que le système cherche un consentement plus profond. Non plus celui de me frayer des passages, mais celui d'entrer en moi. Ness reprend d'une voix douce. Ils veulent te faire lire les gens ? Que tu marchandes ce que tu as dans ta tête, c'est ça ? Non. Dans le cœur, pensais-je secrètement.
Pas besoin de mots. Ness est d'un naturel si libre qu'elle possède ce don de saisir les artifices et les fausses notes. Depuis ma naissance, on m'assiste, on me demande d'accepter de l'aide pour améliorer mon autonomie. Là, on me demande d'accepter d'être exploité en échange d'un confort relationnel, d'une béquille émotionnelle et de troquer l'essence de mon être. Je comprends que si je dis oui, je perds cette acuité qui m'a conduit à l'éveil d'une sorte de 7e sens, qui me rend à la communauté des vivants. Cette nouvelle compréhension subtile des êtres pourrait se matérialiser en un service artificiel ? Sans que personne n'ait besoin de me l'expliquer, j'ai vu. Oui, j'ai vu, d'une vision intérieure nette et précise, ce que cette fonctionnalité deviendrait dès qu'elle sortirait des laboratoires. Un bouton de plus sur les entretiens d'embauche, un filtre dans les rencontres, un avantage pour les uns, une condamnation silencieuse pour les autres. La promesse d'en finir avec l'incertitude et la certitude en retour que chacun serait évalué jusqu'à la moelle. J'ai dit non. Le système vocal imperturbable réagit. Confirmation requise. J'ai répété non. La pulsation insiste une dernière fois et s'éteint. Tel un animal qui renonce à une proie trop résistante et s'éloigne tapis dans l'ombre pour revenir plus tard sous un angle différent. Et puis, j'éprouve une chose étrange. Ce qui vient de se dévoiler en moi ne disparaît pas avec mon refus. Ce nouveau sens, ce 7e sens, reste. Il est intrinsèque. Il n'avait nul besoin d'être appareillé ou augmenté. Il se développe en moi. Je respire dans le parc, à côté de Ness, et j'ai la conviction quasi physiologique que la technologie n'a pas fabriqué cette clarté sensorielle. Elle avait seulement forcé mon cerveau à ouvrir un espace d'appréhension du monde et des êtres qui étaient restés jusqu'ici dans l'ombre. Je me tourne vers elle. « Tu sais ce qui est ironique ?» ai-je murmuré. « Quoi ?» On me vend l'autonomie, or, ce qu'ils tentent de pirater et de commercialiser, là, c'est mon humanité. Ness ne rétorque pas avec de grandes phrases. Elle fait mieux. Elle rapproche sa main de la mienne et, sans me guider ni me retenir, elle la laisse simplement là, disponible. Sa présence s'offre à moi en promesse, dans cette authenticité dénuée de faux-semblants et d'interfaces, et je la ressens jusque dans mon âme. Je me dis que ce qui me singularise n'a rien d'un radar. Ce n'est pas non plus une lecture des dangers ou une capacité d'être plus performant que les autres. C'est une perception subtile du lien humain. Une prédisposition à discerner avant les mots, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est offert, ce qui est pris. Une aptitude à reconnaître une présence qui ne te réduit pas à ton besoin et de pressentir au contraire les regards qui te transforment en dossier, en cible ou en ressource. Je ne vois pas les visages, mais je sais distinguer dans le bruit du monde la différence entre une main tendue et une main qui compte. Ness me souffle dans le creux de l'oreille. « Tu vas faire quoi maintenant ?» Je vais apprendre à vivre avec ça, et faire en sorte que personne ne loue mon cerveau pour lui donner à voir le dedans des êtres. Nous quittons le parc, et la cité nous happe d'un seul geste. Les froissements de manteaux, les talons qui battent les dalles, les moteurs qui s'impatientent au carrefour, les voix qui s'enchevêtrent tout en s'ignorant. Tout revient avec la densité compacte d'un aquarium, cette sensation d'être plongé dans une foule qui bouge sans te porter. La bande derrière mon oreille se remet à tracer son alphabet discret, une écriture de pression et de glissement. Et je la laisse faire, avec une gratitude mesurée, qui me permet de sortir du carcan de la méfiance. Elle remplit son contrat d'espace et d'alerte. Le reste m'appartient. Seulement mon corps ne marche plus tout à fait au même rythme. Avant, chaque trajet exigeait une négociation intérieure, une tension ténue en permanence, une vigilance qui te ronge, parce qu'elle ne relâche jamais sa prise. À présent, tout circule autrement en dessous des repères. Une attention fine aux vivants, à leur orientation, à leur qualité même, au sens nouveau qui agit telle une boussole intime dont l'aiguille aurait soudain cessé de trembler pour trouver son point d'équilibre. Un groupe nous frôle. Je perçois dans l'instant cette curiosité sèche qui classe, cette façon de regarder qui déshabille plus qu'elle n'accueille. L'information aurait pu me raidir, mais mon épaule n'a pas bougé. La proximité de Ness, juste là, tient ma place dans l'espace avec une simplicité souveraine, et cette simplicité a plus de force que n'importe quel dispositif technologique. Le ticket crisse, oublié dans le fond d'une poche. Il proteste encore. Je le sors. Le papier a cette tiédeur absorbée des objets que l'on serre trop fort. Un droit provisoire, une permission imprimée, la trace d'une époque où l'on passe à condition de se conformer au mode d'emploi.
Je le tiens une seconde entre deux doigts, mon pouce suit l'arête, lentement, puis je le déchire. Le geste n'a rien de spectaculaire. Une déchirure nette, puis une autre, jusqu'à ce que ce ticket cesse d'être un droit de passage et qu'il ne reste qu'une poignée de fragments superflus. Je laisse tomber ces confettis réglementaires dans une corbeille, et dans cette chute minuscule, une fatigue ancienne se détache de moi. Nous reprenons notre marche, main dans la main, et je me sens libre. La ville continue ses exigences, ses portiques, ses surfaces lisses, ses preuves oculaires. La bande derrière mon oreille, elle, poursuit son travail, patiente. Je ne vois toujours pas les visages, mais ce qui s'offre à moi vient désormais du secret des âmes, là où la part la plus pure de chacun accepte la rencontre, ou s'y dérobe. Ce 7e sens m'autorise à suspendre, un instant, mon tumulte intérieur, pour orienter enfin mon élan vital vers le lien humain plutôt que vers les obstacles. Les sages racontent dans une vieille histoire d'oiseaux en quête de leur roi qu'il existe une 7e vallée où l'on se défait de tout ce qui encombre, jusqu'à ne plus garder que l'absolu. Ce pouvoir, en moi, est peut-être cela. Un acte de dépouillement, un lieu intime où il ne reste, entre l'autre et moi, plus aucun signe distinctif, plus aucun filtre, sinon la fragile nudité de nos présences, au-delà des regards. Cher futuronaute, comment te sens-tu dans cette expérience de futur possible ? Maintenant, je te propose de revenir dans le présent et de prendre conscience de la graine qui germe en ce moment dans le bruit du monde, ou son silence absolu, qui est à même potentiellement de créer ce futur que tu viens de vivre à travers Théo. C'est ce que j'appelle une préquelle ou un antéfragment dans lequel je décrypte pour toi les bribes d'un futur sur le point de naître. Écoute ce que le son du monde nous raconte. Préquelle, ces graines de futur qui ensemencent notre présent. Nous vivons dans un monde qui a choisi, presque sans débat, de faire passer une grande partie de notre vie par des écrans. Nos démarches, notre argent, notre santé, nos liens professionnels, parfois même nos amitiés et une partie de notre intimité. La promesse est séduisante. Tout, partout, tout de suite. Cependant, derrière cette facilité apparente, il y a une fracture plus discrète, moins médiatisée que la fracture numérique classique. Celle qui sépare celles et ceux pour qui l'écran est une porte et celles et ceux pour qui il devient un mur. C'est de cette fracture-là et des futurs qu'elle dessine dont j'aimerais te parler dans cette préquelle. Voir pour accéder. La face cachée du tout écran. Avant d'évoquer avec toi les futurs possibles et les technologies déjà en germe dans notre présent, faisons un détour par les chiffres, histoire de savoir d'où l'on part réellement, et autant te le dire, le constat n'est pas folichon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2,2 milliards de personnes sur le globe vivent avec une déficience de la vision de près et ou de loin, dont au moins 1 milliard relève d'une déficience qui aurait pu être évitée ou n'est pas encore prise en charge, faute de prévention, de correction ou de soins. À l'intérieur de cet ensemble, environ 43 millions de personnes sont aveugles et près de 295 millions ont une déficience visuelle modérée à sévère de loin. Pour elles, même avec une correction, voir reste un effort, parfois une impossibilité. En Europe, on parle de 30 millions de personnes aveugles ou malvoyantes, soit une personne sur 30. En France, les grandes études évoquent autour de 1,7 à 2 millions de personnes déficientes visuelles, dont plus de 200 000 aveugles ou malvoyants profonds et près d'1 million de malvoyants moyens. Derrière ces chiffres, il n'y a pas les handicapés d'un côté et les valides de l'autre. Il y a une multitude de situations, de trajectoires, de corps qui se débrouillent comme ils le peuvent, dans des environnements pensés, la plupart du temps pour des yeux qui fonctionnent. Et la numérisation accélérée des services en rajoute une couche, car plus nous confions des procédures, des droits, des accès vitaux à un écran, plus nous conditionnons l'existence sociale au fait de pouvoir voir, lire, cliquer. Certes, des outils dits d'assistance directe ont été créés et existent aujourd'hui. Par exemple, des lecteurs d'écran qui lisent à voix haute ce qui s'affiche. Ce sont des interfaces vocales comme Joe, NVDA, VoiceOver, etc. Des plages en braille électronique qui transforment du texte numérique en braille.
Des applications mobiles qui décrivent en langage naturel ce que filme la caméra. Ils lisent des panneaux, reconnaissent des objets ou décrivent des scènes, comme les OCR, les IA de description d'images. Il existe aussi des GPS audio et des balises sonores dans certains réseaux de transport pour se repérer dans l'espace. Ou encore, les polices agrandies et les systèmes de contraste renforcés pour les malvoyants. Ces outils, pour celles et ceux qui les utilisent, ne sont pas des gadgets, ils sont une condition d'autonomie. Cependant, ils ne suffisent pas à compenser un site mal conçu, une appli qui ne respecte pas les règles d'accessibilité ou un service entièrement pensé autour de l'image. Des lois, des référentiels, des engagements publics ont également vu le jour. En France, par exemple, des textes imposent aux sites publics de respecter des standards d'accessibilité numérique et des référentiels, comme le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RGAA, fixent des règles précises. Sur le plan juridique, la communauté internationale a posé également quelques jalons en 2006. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ne crée pas des droits spéciaux. Elle rappelle que les personnes handicapées ont les mêmes droits fondamentaux que les autres, mais que ces droits ne peuvent être effectifs que si l'on rend accessibles les environnements, les services, les technologies, avec notamment l'accès aux systèmes d'information et de communication, le développement d'outils adaptés et abordables, et la participation à la vie culturelle, politique, économique. Sur le papier, l'égalité d'accès à l'information est donc acquise, mais dans les faits, nous en sommes encore très loin. Bon, c'est un secret de polichinelle en politique, dès lors que l'on passe des promesses au réel, le fossé s'ouvre. Des audits récents, par exemple, montrent qu'en France, moins de 1%, je dis bien moins de 1% des sites seraient pleinement conformes aux exigences d'accessibilité. Certains travaux évoquent même de 0,4 à 0,5% de conformité réelle sur plusieurs milliers de sites publics et privés. Bref, les outils existent, les lois aussi, mais la norme implicite reste celle d'un monde conçu pour des yeux qui voient bien. En aparté, je voudrais te confier une expérience personnelle, non pas comme preuve d'expertise, mais comme point de contact humain. Si je te parle de tout cela avec autant de conviction, ce n'est pas seulement parce que j'ai lu des rapports ou des statistiques. C'est aussi parce que j'ai moi-même connu une période de ma vie où mes jambes m'ont été en quelque sorte retirées. Pendant seulement 5 ans de mon existence, qui m'ont paru des décennies, marcher, me déplacer, monter un trottoir, franchir un seuil, conduire ma voiture, ou même me tenir assise ou dormir autrement que sur le dos, étaient des opérations impossibles, ou me demandaient une énergie démesurée, même avec de l'aide. Je me suis heurtée à un quotidien inadapté, cantonné à vivre dans quelques mètres carrés, ne serait-ce que pour avoir l'air de me sentir bien, entre guillemets, ou en sécurité. J'ai aussi découvert dans mon corps, dans mon propre corps, ce que se cache derrière les mots accessibilité ou adaptation. Il y a une part finalement de rage, une part d'humilité, une espèce de bol d'humiliation, une pincée de débrouillardise, et surtout une lucidité brutale sur la manière dont nos villes, nos maisons, nos services sont ou ne sont pas pensés pour des corps qui sortent du cadre. Cette fatigue-là, celle de devoir composer chaque jour avec des environnements qui n'ont pas été conçus pour toi, est celle que vivent aussi beaucoup de personnes en situation de handicap, et plus particulièrement ici, des personnes aveugles ou malvoyantes dans un monde d'écran. C'est dans ce décalage entre le discours sur l'inclusion et la réalité quotidienne que se jouent déjà des fragments de futur. Un futur où la question n'est plus seulement qui possède un smartphone, mais qui peut réellement s'en servir pour exister pleinement dans la société. Quand les technologies fusionnent avec nos sens. Tu l'as appris à l'école, nous avons 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est simple, c'est propre, ça tient dans une petite liste bien rassurante. En réalité, notre corps est un peu plus complexe et beaucoup plus subtil. Nous avons aussi le sens de l'équilibre qui nous empêche de tomber dès que nous tournons la tête. La proprioception, cette capacité à savoir où sont nos mains sans les regarder. La perception de la température, de la douleur, de la vitesse, de la position dans l'espace, etc. Et puis, dans le langage courant, il existe aussi le fameux 6e sens, ce mélange d'intuition, de flair, de « je le sens bien, je le sens mal », qui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans les manuels, mais qui est une réalité indéniable pour beaucoup d'entre nous. En fait, notre rapport au monde n'est déjà pas une simple affaire de 5 petites cases bien rangées. C'est à la fois une cathédrale chimique, voire alchimique, et un tissage ingénieux de perception, de signaux, de mémoire et d'interprétation.
Face à ces sens qui caractérisent notre humanité, les technologies ne se contentent plus d'ajouter des prothèses autour de nous. Elles commencent à fusionner avec nos sens. Elles entrent dans nos oreilles, sur notre peau, parfois jusque dans notre activité cérébrale, au point de transformer la manière dont nous percevons le monde. Elles avancent parfois pour le meilleur, parfois avec des angles morts où tout peut arriver. À côté des outils d'assistance directe, relativement familiers pour celles et ceux qui en ont besoin, se développent des approches plus radicales, souvent encore confinées au laboratoire et aux essais cliniques, mais bel et bien réelles. La substitution sensorielle en est un bon exemple. Plutôt que de renoncer à une information faute de vue, on la fait passer par un autre canal, la peau, la langue, l'ouïe. Ainsi, des dispositifs comme le BrainPort utilisent une caméra qui filme l'environnement, un boîtier qui convertit l'image en motifs électriques et une plaque posée sur la langue pour transmettre ces motifs au cerveau sous forme de picotements organisés qu'il apprend à reconnaître. Avec l'entraînement, des personnes aveugles apprennent à s'orienter, à identifier la présence d'obstacles, d'une ouverture, d'une forme, reconnaître des objets, voire retrouver une certaine forme de vision spatiale grâce à ces signaux. Ce qui se joue ici dépasse l'innovation technologique, car le cortex visuel lui-même se réorganise pour traiter des signaux non visuels et le cerveau se reconfigure. Des régions classiquement dédiées à la vision se mettent à traiter des informations tactiles et à interpréter des flux d'informations. En d'autres termes, la vue cesse d'être uniquement une histoire de lumière sur la rétine. Elle devient la capacité du cerveau à créer une forme, une représentation du monde à partir de flux d'informations. Bienvenue dans Matrix. En parallèle, les interfaces cerveau-machine explorent un autre versant, celui de la communication et du contrôle, pour ne pas dire du hacking de nos pensées. Des projets comme BrainGate ont déjà permis à des personnes paralysées de déplacer un curseur, de manipuler un bras robotique ou de produire du texte en utilisant directement leur activité cérébrale, c'est-à-dire à partir de l'activité électrique de leurs neurones. On n'est pas dans la télépathie de science-fiction, mais dans quelque chose de plus concret. Des commandes simples associées à des motifs d'activité neuronale que des algorithmes apprennent tout simplement à reconnaître. D'autres dispositifs explorent la modulation de l'activité cérébrale pour traiter des dépressions résistantes, des troubles neurologiques sévères, en procédant à des simulations ciblées ou à des ultrasons focalisés. Toutes ces approches restent encadrées, mais elles dessinent un horizon où le dialogue entre le cerveau et la machine ne passe plus seulement par les yeux, les mains ou les oreilles. On n'est pas dans un futur lointain, mais dans un champ des possibles en cours de test. Enfin, au-dessus de ce socle clinique, les grands acteurs technologiques affûtent leur propre narration. Apple, par exemple, a récemment mis en avant une campagne qui présente toute une palette de fonctionnalités d'accessibilité pour les élèves et étudiants. Lecture à voix haute des contenus, reconnaissance d'images, intégration du braille, personnalisation fine de l'affichage, sous-titrage et commandes vocales. Bref, dans ces vidéos, on voit des jeunes en situation de handicap utiliser des iPads ou des Macs pour suivre les cours, créer, programmer, s'exprimer. Bon, ce n'est pas que du cinéma, ces fonctions existent vraiment, mais là encore, il faut accepter la nuance. Ces campagnes mettent en lumière le haut de la pyramide, c'est-à-dire des environnements scolaires équipés, des familles qui peuvent accéder à ces appareils. Alors que dans le même temps, des milliers de sites publics restent partiellement inutilisables avec un lecteur d'écran et que dans de nombreuses communes rurales, l'accessibilité physique et numérique demeure largement théorique. Entre l'ingénierie de ces outils et les promesses marketing, une chose est certaine. Nous commençons à concevoir des dispositifs où la perception passe de plus en plus par des réseaux, fusionnant les cerveaux aux machines. Des caméras, des capteurs, des algorithmes, des flux de données viennent filtrer, organiser, traduire le monde avant de le rendre sensible à une personne. Pour quelqu'un qui ne voit pas, cela peut signifier entendre une description du réel, sentir physiquement la structure d'un espace ou, demain, percevoir des indices moins visibles, la densité d'appareils connectés autour, le bruit numérique d'un lieu, l'activité d'un réseau. À partir de là, la question n'est plus alors seulement jusqu'où ces technologies peuvent-elles aider les personnes aveugles aujourd'hui, mais davantage que devient notre rapport au monde lorsque la majeure partie de ce que nous percevons est filtré, structuré, augmenté par des réseaux, des algorithmes et des systèmes techniques dont nous ne sommes pas les propriétaires. 3 chemins tracés par le futur. À partir de ces graines déjà là, aide technique, substitution sensorielle, interface cerveau-machine, narration des géants du numérique, plusieurs futurs se dessinent.
Ce ne sont pas des mondes parallèles purement imaginaires, ce sont des trajectoires qui coexistent déjà dans certains pays, certaines villes, certains quartiers. Le premier chemin est celui de l'émancipation. Dans ce paysage-là, l'accessibilité n'est plus un supplément d'âme, mais un bien commun. Les normes cessent d'être des PDF oubliés et pondus par de grands cabinets de conseil et deviennent des réflexes de conception. Les personnes concernées sont associées dès le début aux décisions, aux tests, aux arbitrages et pas seulement pour valider en bout de chaîne. Dans un tel futur, l'accessibilité est traitée comme un bien commun et les dispositifs les plus avancés, les lunettes parlantes, les cannes augmentées, les interfaces haptiques, ne servent pas qu'à compenser un manque. Ils ouvrent des formes de perception dont tout le monde finit par bénéficier. Un peu comme les trottoirs abaissés pensés au départ pour les fauteuils roulants et qui profitent aussi aux poussettes, aux vélos, aux voyageurs avec valise. Un deuxième chemin se dessine, plus classique, plus silencieux, celui de la relégation par le marché. Les mêmes technologies existent, parfois plus performantes, mais elles se déclinent en abonnements coûteux, en matériel propriétaire, en services premium. Ici, c'est le marché qui pilote et une partie des personnes handicapées deviennent une clientèle captive pour des solutions miracles, pendant que d'autres, faute de moyens ou de couverture réseau, restent à distance. La fracture ne se limite plus à voir ou ne pas voir, elle devient équipée haut de gamme, équipée minimalement ou pas équipée du tout, et on peut rajouter habiter un centre urbain versus habiter un village sans aménagement. Ces mêmes réseaux qui pourraient relier deviennent des instruments de tri silencieux. Certains corps sont rendus compatibles avec le monde numérique, d'autres restent en périphérie. Un troisième courant, plus souterrain, ressemble à un extra-activisme du sensible. L'assistance n'est plus seulement une main tendue, elle se transforme aussi en point d'entrée pour capter des traces, des gestes, des rythmes, des états internes. Cette piste est plus discrète, mais déjà si palpable, car c'est celle où l'assistance devient aussi un point d'entrée pour l'extraction massive de données issues de la vie privée. Pour aider une personne dans ses déplacements, un système doit connaître ses trajets, ses horaires, ses points de chute. Pour adapter une interface, il faut comprendre ses préférences, ses habitudes, ses réactions. Pour affiner une prothèse sensorielle, il doit enregistrer, comparer, corriger en continu. À partir d'un certain niveau d'intimité, lorsque l'interface est sur ta peau, dans ton oreille ou plus près de ton système nerveux, la frontière entre soutien et surveillance se brouille. Cela va même au-delà, car ce genre de flux d'informations va dans les deux sens. Il donne autant qu'il prend. Et à force de t'aider, entre guillemets, il finit aussi par infléchir tes choix, tes réactions, voire certaines parts de ta personnalité. Qui pilote alors, toi ou l'algorithme ? C'est là que surgissent les discussions sur les futurs neurodroits. Droit à la vie privée mentale, à l'intégrité de son activité cérébrale, à la possibilité de refuser que certains signaux soient captés ou analysés. C'est d'ailleurs le sujet central de mon tout premier fragment qui s'intitule « Le dernier territoire ». Tu peux l'écouter si la question des neurodroits t'intéresse. Dans cette trajectoire du futur, le risque n'est pas que la technologie prenne le pouvoir toute seule. Le risque, plus prosaïque, est que notre manière de voir, de nous déplacer, d'apprendre, devienne un gisement de données parmi d'autres, exploité pour optimiser des modèles économiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'émancipation humaine. Coopérer avec les machines sans leur céder notre regard. Ce tableau pourrait sembler sombre, car à mesure que la boucle technologique se referme, l'assistance peut devenir plus qu'une dépendance. Elle peut se transformer en influence. Elle corrige, oriente, choisit. Quelle conscience prend alors le dessus, la nôtre ou celle que la machine façonne à notre place ? Pourtant, le futur contient aussi par essence quelque chose de précieux. La preuve que rien n'est encore figé, parce que l'incertitude et la conscience ouvrent les plus vastes espaces de liberté. Les technologies que nous voyons émerger aujourd'hui, telles que les aides à la lecture, les interfaces vocales, la substitution sensorielle, les interfaces cerveau-machine, peuvent servir de tremplin vers une société plus juste, où ceux qui voient différemment ne sont plus assignés à la marge. Néanmoins, elles peuvent aussi renforcer la marchandisation du vivant et accroître la captation de notre attention et de nos pensées jusqu'au cœur de notre intimité. Finalement, quelle dose de technologie sommes-nous prêts à avaler pour nous réparer ou, entre guillemets, être normal ? La question est ancienne en fin de compte.
savoir si nous sommes prêts à pactiser avec le diable, comme on le dit, ou si nous acceptons de céder une part de nous-mêmes en échange d'un désir profond ou d'un soulagement. Bref, rien de neuf, c'est universel. Cela dit, la différence ne se jouera pas seulement dans les laboratoires ou les bureaux d'études. Elle se jouera aussi et surtout dans nos choix collectifs, dans la manière dont nous exigeons que les services publics soient réellement accessibles, dans la place que nous laissons aux personnes concernées dans la conception des outils, dans notre capacité à dire que certaines limites, par exemple la lecture systématique de notre activité mentale, ne doivent pas être franchies. Coopérer avec les machines, oui, dans un but élevé, éclairé, assumé, qui est celui de soulager, relier, ouvrir des possibles. Sans toutefois oublier que ce qui nous rend profondément humains ne se mesure ni en pixels, ni en volume de données. Il y a du beau dans chaque humain, et du beau dans le non-humain. Notre responsabilité à l'ère des réseaux n'est pas de choisir entre l'un et l'autre, mais de tisser des liens qui n'écrasent ni l'un ni l'autre. Des technologies qui respectent les corps, des réseaux qui n'éteignent pas la rencontre, des interfaces qui prolongent notre capacité à nous émerveiller au lieu de la confisquer. Ce fragment poursuit désormais son chemin, il ne m'appartient plus. Et j'espère que ce voyage aux côtés de Théo t'a touché autant qu'il m'a inspiré. J'y ai appris des passages entiers pour te les transmettre les yeux fermés du plus profond de mon âme d'artiste, parce que je vis littéralement le futur de mes personnages de l'intérieur. Si tu as puisé une émotion, une image, une question, alors fais vivre ce fragment. Aime-le, partage-le, transmets-le. C'est ainsi que naissent les futurs les plus humains, par ricochet, de cœur à cœur. Semons des graines d'humanité, ici, maintenant, pour les voir grandir demain. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau fragment de futur possible.